Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie d'Il était une fois Peter Jackson. Après avoir évoqué Bad Taste, Meet the Feebles et Brain Dead, abordons désormais Créatures Célestes et Forgotten Silver. Donc si vous êtes prêts, on y va. Peter Jackson a commencé à se faire une petite réputation au fil du temps, et ce n'est pas très étonnant qu'Hollywood lui fasse vite les yeux doux. Après l'échec de Freddy 6, Peter Jackson propose un reboot de La Planète des Singes à la Fox. Mais la Fox se dit pas très intéressée, privilégiant le reboot de Oliver Stone. Finalement, Oliver Stone s'en va, James Cameron le suit très rapidement, et la Fox redemande à Peter Jackson s'il a envie de faire un nouveau film Planète des Singes. Il finira par les envoyer chier, préférant privilégier des projets comme Le Seigneur des Anneaux ou King Kong, et finalement on s'est retrouvé avec le très mauvais film de Tim Burton en 2001. Petit lot de consolation, c'est Weta, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, qui s'est occupée de la performance capture sur la trilogie reboot de La Planète des Singes, sortie entre 2011 et 2017. À cette époque, Fran Walsh, la femme et collaboratrice de Peter Jackson, se passionne pour l'affaire Honora Parker, soit le meurtre de cette dernière par sa fille Pauline et une amie de cette dernière, Juliette Holm. Un meurtre qui a eu lieu en 1954 et qui fait encore beaucoup polémique en Nouvelle-Zélande, au point que lorsque Peter Jackson se lancera enfin dans une adaptation de ces faits, il aura parfois beaucoup de mal pour ses recherches. Peter Jackson et son producteur Jim Booth avaient visité l'école où avaient étudié les deux jeunes filles. Sauf que l'école avait enlevé le plus possible de leurs traces, y compris une photo de classe de 1953. Le proviseur leur avait même suggéré de plutôt s'intéresser à des élèves dont ils sont fiers. Fran Walsh et Peter Jackson ont récolté une quarantaine de témoignages, ont lu pas mal de coupures de presse de l'époque, mais également des romans et des pièces de théâtre qui ont adapté l'affaire. Le principal reproche que feront le duo à la plupart de ces documents est d'avoir fait justement dans le sensationnalisme, notamment en diabolisant les deux tueuses et en n'essayant jamais de les comprendre. Le but de Créatures Célestes était donc de montrer un visage un peu plus humain de ces fameuses tueuses qui font encore couler beaucoup d'encre. Juliette et Pauline avaient créé un véritable univers, la Borovnia, avec toute une mythologie derrière. Deux branches de Weta ont été créées pour l'occasion. D'un côté, Workshop, qui s'occupe d'effets mécaniques, de maquillage, mais aussi d'accessoires, et de l'autre, Weta Digital, qui s'occupe d'infographie et de CGI. Workshop s'est notamment fait connaître avec les séries Hercule et Xena dans les années 90, puis par la suite avec Le Seigneur des Anneaux, mais également Le Monde de Narnia. Quant à la branche digitale, elle s'est imposée avec les films de Peter Jackson, mais également avec Contact de Robert Zemeckis, ou encore avec Avatar de James Cameron. Peu de temps avant le tournage, la nouvelle identité de Juliette Holm avait été révélée par les médias. En effet, elle ne se faisait plus appeler Juliette Holm, mais Anne Perry, et est devenue depuis auteure de romans policiers. Si Peter Jackson et Fran Walsh n'ont pas utilisé cette publicité nouvelle pour la promotion du film, en revanche, on ne peut pas en dire autant des frères Weinstein qui ont acheté le film pour Miramax. Les deux frangins ont donc joué sur la violence des romans policiers qu'elle a écrits, pour justement les mettre en parallèle avec les événements du film qui sont tout sauf joyeux. Mais ce n'est pas le seul souci qu'a eu Peter Jackson avec les frères Weinstein, puisqu'ils ont coupé 10 minutes du film. D'une durée d'1h49, il en dure donc désormais 1h39 sur le sol américain, et même globalement sur la plupart des copies dans le monde. Ce sont essentiellement des scènes avec Juliette qui sont passées à la casserole. D'un côté, on a un passage en voiture avec les deux filles, mais également les parents de Juliette. On a également tout un passage avec une garden party qui a été virée. Cette partie aidait justement à montrer que la mère finissait par aller avec un autre homme, et donc installer un véritable triangle amoureux douteux dans le domicile conjugal. Par la même occasion, on apprenait que le père était licencié, ce qui occasionne d'ailleurs un des rares moments d'émotion avec le personnage. Mais il y avait également des scènes avec Pauline. Pauline fantasmait à un moment la mort de ses parents, et surtout, le dernier plan du film est différent d'un montage à l'autre. Ainsi, dans la version néo-zélandaise, on peut voir Pauline en sang, criant son désespoir, là où la conclusion internationale est beaucoup plus vague et certainement moins saignante. Créatures Célestes peut être vue comme un pas en avant de Peter Jackson vers un registre beaucoup plus sérieux. Là où ses précédents films étaient particulièrement brutaux, trash et violents, ils avaient toutefois un grain de folie que l'on ne retrouve pas forcément dans Créatures Célestes, ou du moins à des degrés moindres. Certes, les deux jeunes filles sont complètement obnubilées par leur univers, et ont dans un certain sens des joies et des mauvais moments,
Mais on ne peut pas dire que le film soit aussi frappadingue que des crus comme Branded ou Meet the Feebles. Créature céleste anticipe donc tout le travail de Peter Jackson vers un registre beaucoup plus sérieux, comme on le verra notamment avec le film Lovely Bones qui partage aussi un meurtre au centre de l'attention. Si le meurtre de Nora Parker est évoqué dès les premières minutes du film, il n'en reste pas moins que Peter Jackson attendra les dernières minutes pour le montrer véritablement. Une scène particulièrement violente, glauque, et qui entre en totale contradiction avec ses deux précédents films qui, eux, naviguaient vraiment dans le trash, mais tout en restant dans une ambiance rigolarde. Ici, on ne rigole plus. Ce procédé permet à Peter Jackson de se familiariser de plus en plus avec les deux filles, et ainsi montrer les possibles raisons qui les ont amenées à commettre ce meurtre. Ce sont deux filles qui sont montrées comme malheureuses, qui ont une relation exclusive parce que les adultes ne les comprennent pas, ou si peu. Par ailleurs, il sera plusieurs fois question de potentielle homosexualité, ce qui était très très mal vu à l'époque, à l'image de la scène du psychiatre où il est clairement question d'infection, voire de maladie. Jackson peut d'ailleurs céder des excellentes prestations de ses actrices principales, Melanie Lynskey et Kate Winslet. Melanie Lynskey n'aura pas forcément une aussi bonne carrière que Kate Winslet, mais on l'a vu notamment dans Le Monde de Charlie où elle jouait la fameuse tante. Avec ce film, Peter Jackson sort de sa zone de confort et signe un portrait particulièrement juste et équitable des deux condamnés, sans forcément les montrer sous un air angélique. D'ailleurs, Wendy Parker, la sœur de Pauline et donc la fille de Nora, avait envoyé un courrier à Peter Jackson pour lui dire qu'elle avait aimé le film, mais également qu'elle était contente du portrait qu'il avait fait de la relation entre sa sœur et sa mère. Cette bénédiction de Wendy Parker n'est d'ailleurs pas la seule victoire de Peter Jackson, puisque le film a reçu le Lion d'Argent à Venise en 1994, mais également le Grand Prix du Festival de Gérardmer en 1995. L'accueil critique considérable de Créature céleste permet à Peter Jackson d'entrer pleinement à Hollywood. Robert Zemeckis lui propose alors à l'époque de réaliser Fantôme contre Fantôme, qui au départ devait être un épisode des Contes de la Crypte dont s'occupait pleinement Robert Zemeckis. C'est aussi à cette époque que Costa Boats lui propose de faire un faux documentaire nommé Forgotten Silver. Forgotten Silver est donc un documentaire sur le personnage fictif de Colin McKenzie. Costa Boats s'est intéressé davantage à la partie documentaire, là où Peter Jackson, pendant la pré-production de Fantôme contre Fantôme, s'est intéressé au film de Colin McKenzie. Donc pour cela, il a fallu utiliser plusieurs techniques, notamment passer sur la pellicule, ou encore la dégrader de plus en plus avec beaucoup de grains par exemple. Ce qui peut paraître anodin mais en fait très complexe pour rendre les films authentiques. D'une durée d'environ 50 minutes, Forgotten Silver est diffusé à la télévision néo-zélandaise le 28 octobre 1995. Le film a été promu de façon totalement sérieuse, arguant que c'était un documentaire important sur une figure importante du cinéma. Donc avant sa diffusion, il était impossible pour le public de croire à une potentielle supercherie. Quand on voit le film, on peut voir que certains éléments sont tellement gros qu'on a peine à y croire. Et pourtant, c'est tout l'effet inverse qui a eu lieu lors de sa diffusion. Beaucoup de spectateurs néo-zélandais ont vraiment cru qu'ils étaient face à un véritable document montrant l'un des précurseurs du cinéma. Qui plus est, une des stars locales. Ainsi, des conservateurs ont demandé le lendemain à Peter Jackson s'il pouvait utiliser les extraits qu'il avait exhumés dans leur musée. Et les différents journaux du pays ont alors fait état d'une énorme découverte de Peter Jackson et Costa Boats. Sauf que quand le poteau rose a été évoqué le jour suivant, ces mêmes personnes ont vu rouge. Parce que non seulement elles avaient été trompées, mais également parce que Peter Jackson et Costa Boats avaient utilisé des fonds publics de la New Zealand Film Commission pour pouvoir produire le film. Donc un véritable canular qui a été fomenté par un des plus grands réalisateurs néo-zélandais actuels, et en plus avec des fonds publics du pays, on peut dire que la pilule n'est pas passée. Bien que dorénavant la supercherie est avérée, Forgotten Silver peut toutefois surprendre encore pas mal de spectateurs qui ne sont pas avertis. Par la même occasion, le duo se permet donc de rendre un véritable hommage au cinéma, à travers des figures fictives, que ce soit par l'évocation des premiers progrès du cinéma, ou encore par certaines prémices, comme les grandes épopées, ou alors des films comiques, comme ceux qui sont présentés avec Stan the Man. D'autant que, l'air de rien, Peter Jackson et Costa Boats se donnent vraiment beaucoup de mal pour nous faire croire à cette histoire, avec le plus de détails possible, histoire d'entraîner le spectateur dans la pure fiction qu'est Forgotten Silver. Forgotten Silver est donc l'occasion de découvrir la vie tumultueuse de Colin McKenzie,
Le premier travelling fait à l'aide d'une bicyclette. Le premier film parlant fait avec des Chinois, si bien que comme il n'y avait pas de sous-titrage pour le film, personne n'a apprécié le film quand il est sorti. L'utilisation de la couleur pour un court-métrage qui finalement a été censuré parce qu'il montrait des personnes dénudées. Une production tumultueuse avec d'énormes décors, les soviétiques qui se rajoutent ainsi que des mafieux espagnols. Et enfin, la mort de Colin McKenzie en 1937, filmée également. Évidemment, ce qui permet au film d'être encore plus véridique est l'utilisation de guests bien choisis. Ainsi, on peut voir Sam Neill, le fameux Alan Grant de Jurassic Park, mais également Harvey Weinstein quand il était encore en odeur de sainteté, ou encore Leonard Maltin qui est un grand critique de cinéma que vous avez sûrement vu dans Gremlins 2 au bout d'un moment. Forgotten Silver est donc un véritable hommage au cinéma, dans tout ce qu'il y a de plus beau, une fiction si prenante et si documentée qu'elle pourrait faire passer tout ça pour totalement vrai. Donc voilà pour ce deuxième volet d'Il était une fois Peter Jackson, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une spéciale Noël.